Bonjour et bienvenue à Question d'actualité, ici Philippe Labrec au micro. En deuxième partie, nous discuterons de l'expérience Moine pour un jour, ouverte au public à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac avec le père Dominique Minier. Mais avant, avec nos panélistes, nous discuterons des sujets suivants. Contestation de la loi 21 par le fédéral, les tradwives ou ces femmes traditionnalistes qui rejettent le féminisme et même font la promotion du christianisme, la guerre culturelle, la gauche bat-elle en retraite? Malgré les difficultés financières annoncées par l'Université McGill, celle-ci va de l'avant avec des rénovations du Royal Vic à la hauteur de plus de 800 millions de dollars. Comment expliquer la chose? Cette semaine, en remplacement d'Amanda Fakini, nous recevons Frédéric Lacroix, chercheur indépendant et essayiste. Monsieur Lacroix, bonjour. Et notre chroniqueur habituel, David Santarossa, enseignant à la TELUC, essayiste, auteur de La pensée woke, analyse critique d'une idéologie publiée chez Libère, ainsi qu'un co-créateur d'un nouveau balado. Monsieur Santarossa, parlez-nous de ce balado. Donc oui, c'est un nouveau balado disponible sur YouTube qui s'appelle Magnum Opus. Donc Magnum Opus, c'est quoi? C'est les grandes œuvres, n'est-ce pas? Donc moi et deux de mes amis, Alexis Tétrault et Pierre Norris, on s'intéresse à chaque épisode à une œuvre classique de la littérature occidentale principalement, québécoise aussi. Et notre premier épisode, c'était sur l'Iliade. Donc j'invite nos auditeurs à aller s'abonner sur la page YouTube de Magnum Opus. Très bien. Commençons avec le premier sujet, la contestation de la loi 21 par le fédéral. Frédéric Lacroix, pourquoi est-ce que le fédéral, peut-être en premier nous décrire un peu ce qu'est la loi 21 là, pour rafraîchir la mémoire de notre auditoire, mais pourquoi le fédéral s'attaque-t-il à la loi 21 à votre avis? Ben, la loi 21, on se rappellera que c'est la loi sur la laïcité de l'État, donc qui a été votée en 2019 par Québec, donc qui encadre l'exhibition ou l'utilisation de symboles religieux dans les institutions publiques, donc pour certaines catégories d'emplois. Et Ottawa a déposé un mémoire, donc le procureur général du Canada a déposé son mémoire d'intervention en Cour suprême la semaine passée. Et c'était quelque chose d'attendu parce que, bon, on se rappellera que Justin Trudeau était sorti à de nombreuses reprises de façon très explicite contre la loi 21, donc contre l'idée de la laïcité elle-même. Il n'était pas du tout favorable à l'idée de la laïcité. Et là, M. Carney a décidé d'utiliser une autre approche. Donc, lui, il va contester non pas la laïcité en soi, mais il va chercher à encadrer l'utilisation de la clause de dérogation ou de la clause de souveraineté parlementaire, c'est-à-dire que la laïcité a été votée par Québec et Québec se doutait bien qu'Ottawa allait contester. Donc, ils ont blindé des portions de la loi en utilisant la clause de dérogation, ce qui ne fait pas l'affaire d'Ottawa. Donc, Ottawa, dans le mémoire déposé, Ottawa veut chercher à encadrer de façon très restrictive l'utilisation de la disposition de dérogation. Puis moi, ce que je comprends avec cette manœuvre, c'est qu'Ottawa a peur de s'attaquer directement à la laïcité parce que la laïcité, un sondage le rappelait la semaine passée, la laïcité est appuyée majoritairement par les Québécois, dépendant des questions posées dans le sondage. Les pourcentages d'appui à la laïcité étaient quand même écrasants, là. Donc, par exemple, pour les institutions publiques, 83% des gens sont pour des institutions publiques neutres, donc ils ne veulent pas de symboles religieux dans les institutions publiques. C'est quand même un pourcentage écrasant. Donc, je pense qu'Ottawa fait ça et essaie de manœuvrer pour à la fois étouffer la laïcité, mais sans provoquer de ressac politique important. David Santarossa, comme M. Lacroix vient de le mentionner, le public québécois semble très favorable à la laïcité. Oui, pardon. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences électorales? En gros, quelle serait la réaction des Québécois à cette attaque, ou quelle est déjà peut-être la réaction des Québécois à cette attaque envers la loi 21, surtout si le fédéral devait réussir à soit invalider ou du moins handicaper largement la loi 21? C'est une question très pertinente parce que justement, on parle de loi 21, on parle de laïcité, on parle de clause dérogatoire, on parle de Cour suprême, on parle de constitution. Je ne sais pas si Mhm. on est conscient à quel point c'est complexe comme débat, c'est complexe comme sujet. Et je pense que l'objectif, justement, c'est de tellement désincarner le sujet pour que justement le commun des mortels ne sache plus vraiment, OK, qu'est-ce qui vient de se passer au final? Et je pense que c'est ça qui va arriver le jour qu'il va y avoir une décision de la Cour suprême. Tout le monde va se regarder et dire,
OK, donc finalement, qu'est-ce qui arrive? Parce que justement, on ne va pas donner de jugement sur la loi 21 en elle-même, sur la loi sur la laïcité. On va indiquer une précision sur la clause dérogatoire, probablement. Donc, ça va être très, très difficile, je pense, pour le commun des mortels de bien le comprendre. Donc, ça va être le rôle des politiciens, je pense spécifiquement évidemment à la CAQ et au Parti québécois, de vulgariser le tout et d'expliquer en quoi c'est bon ou moins bon. On ne sait pas ça va être quoi le jugement pour les Québécois finalement, parce que j'ai l'impression vraiment que du fait que la politique existe de moins en moins et que tout est judiciarisé, ben, c'est aussi désincarné et le commun des mortels finalement est totalement désinvesti en quelque sorte. Donc, même s'il défend beaucoup la laïcité, je pense pas que le Québécois moyen a tous les outils, et je m'inclus là-dedans parce que c'est des sujets très, très complexes, a tous les outils pour comprendre tous les détails entourant ce débat-là. C'est les détails juridiques, là. Ben, bonne question. Vous avez parlé de constitution. La semaine dernière, avec Yannick Lacroix, ici même, on discutait d'une crise constitutionnelle potentielle en ce qui a trait à la loi 21 et j'avais comparé, ou du moins j'avais dit, c'est peut-être la crise constitutionnelle potentielle la plus importante depuis celle du lac Meach. On se rappellera que ça a amené directement ou indirectement au référendum de 95. Donc, Frédéric Lacroix, est-ce qu'on exagère ou est-ce que j'ai exagéré en parlant de crise constitutionnelle potentielle comparable ou à peu près avec celle de Meach? Et donc, je vais extrapoler encore plus. Si on a une telle crise constitutionnelle, et comme M. Santa Rosa a dit, les partis sont capables de prendre la balle au bon et de la politiser, ça pourrait alimenter potentiellement non seulement une victoire, soit du PQ ou de la CAQ, on se doute c'est plus le PQ ici. Là. Ça, c'est le rêve de tous ceux qui veulent un référendum gagnant. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ouais. À mon avis, Ottawa comprend très bien la dynamique qui est en jeu et ne l'offrira pas au Parti québécois. Donc, d'après moi, l'approche qu'ils ont choisie, c'est justement pour éviter la crise. Donc, puis on se rappellera avec ce qui est arrivé à la loi 101. Donc, si on fait un peu l'historique de la loi 101, les tribunaux fédéraux, donc la loi est passée en 77, puis les tribunaux fédéraux ont commencé à démolir la loi à partir de 79. Puis ça s'est fait un morceau après l'autre, puis ça se poursuit toujours après plusieurs décennies. Donc, ils ont enlevé un morceau à la fois. Ils ont fait ça avec beaucoup de doigté, justement pour éviter la crise. Donc, ils montent la température de l'eau graduellement, puis ils ne laissent pas aux gens, ils ne provoquent pas un gros événement pour qu'il y ait une mobilisation de l'opinion publique. Puis d'après moi, donc, c'est exactement ce qui va se passer avec la laïcité. Donc, ils ne vont pas offrir au Québec quelque chose de majeur qui provoquerait un ressac. Ils vont faire ça mi-figue, mi-raisin, puis y aller graduellement. Puis c'est comme ça qu'on voit que la Cour, en fait de la politique, parce que... Le gouvernement des juges. Oui, le gouvernement des juges fait de la politique parce qu'ils vont... avec la loi 101, ils ont utilisé une stratégie graduelle pour démembrer la loi sans provoquer de ressac politique. Puis d'après moi, les juges vont utiliser la même stratégie pour la laïcité parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Mais ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'on a vu quand Ottawa a déposé quand le procureur général a déposé le mémoire la semaine passée, il y a eu une levée de bouclier hors Québec. Puis ça, je pense que c'est la variable qui est mal calculée par le gouvernement fédéral, c'est à quel point ça a provoqué une levée de bouclier. Daniel Smith est sorti pour dire que la clause dérogatoire faisait partie, c'était le cœur de la Constitution canadienne. Donc, il y a plein de gens qui sont sortis pour dire non, on y tient à cette clause-là. Donc, à mon avis, la crise pourrait avoir lieu au Canada anglais plus qu'au Québec s'ils font tomber la clause de dérogation. Donc, ça va être très intéressant à suivre, mais moi, je ne pense pas qu'ils vont nous offrir la crise qu'on souhaite. La crise que l'on souhaite pour enfin sortir du Canada avec une grosse prise de conscience politique du sort qui nous est réservé. Je ne pense pas que ça va arriver, mais ça pourrait avoir un effet indirect majeur au Canada anglais. Fait que, on se rappellera aussi que la clause de dérogation, c'était une exigence du Canada anglais pour le rapatriement de la Constitution de 1982. C'était Alan Blakeney, bon, je massacre son nom un peu, qui était premier ministre ou ministre de la Justice de Saskatchewan, donc qui avait défendu ça, qui avait exigé ça pour que le Saskatchewan signe la Constitution. Donc, c'était une exigence du Canada anglais, pas du Québec du tout. Donc, si on fait ce détour historique-là, on comprend que peut-être que le ressac va avoir lieu hors Québec.
Ottawa marche sur des œufs finalement. Prochain sujet, les, entre guillemets, tradwives ou tradwives en anglais, les femmes traditionnalistes, là, une traduction qui est bien la mienne. Bon, celle-ci, globalement, rejette le féminisme, embrasse le traditionnalisme chrétien et la promotion du christianisme. Tout ça là, dans la foulée de l'assassinat de Charlie Kirk, qui lui en fait défendait bien sûr ce type de christianisme, si on peut dire, et de relations, de définition du mariage. La presse a publié une série d'articles à propos de ce phénomène américain qui s'est invité au Québec, gagne en popularité, ça reste très mineur, là, par contre. Là, on parle de peut-être quelques centaines, voire 1000 ou 2000 personnes, plus à peu près, là, qui sont impliquées. Mais n'empêche qu'il y a une série d'articles qui a été faits sur le sujet. Comment dire, David Santarossa, que pensez-vous de ce mouvement? Y a-t-il matière, je dis ici, à s'inquiéter, là, mais je le mets entre guillemets à s'inquiéter, parce que bien sûr, j'ai l'impression que les articles avaient un ton alarmiste, fallait lire la chose et en venir à l'unique conclusion que tout ça était très dangereux, quand dans les faits, ça me semblait pas particulièrement dangereux. Mais donc, qu'en pensez-vous? Y a-t-il matière réellement à s'inquiéter? Ben, c'est-à-dire, on va revenir à la base, je vais dire une banalité, mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire que nous vivons dans une société libérale, c'est-à-dire que, pris au sens large, c'est-à-dire que tous et chacun est réputé capable de déterminer ce qui est bon pour lui, de vivre sa vie comme il l'entend. Et là, lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit des femmes qui décident de se soumettre en quelque sorte à d'autres autorités religieuses et patriarcales, eh bien, on dit que c'est pas correct. Et je me dis, ben, tous et chacun peuvent déterminer ça. Moi, j'aimerais pas ça que ma fille décide ça. Mais en même temps, à nouveau, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et donc, autrement dit, est-ce qu'on peut libérer les gens de force? C'est-à-dire, je vais te libérer contre ton gré. Ça soulève cette question-là. Parce que justement, dans une société libérale, ben, les valeurs des uns ne prennent pas le dessus sur les valeurs des autres, en théorie. Donc voilà, donc ça, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, je peux comprendre pourquoi on n'est pas d'accord avec ça, mais on peut pas empêcher les gens de vivre comme ils le souhaitent. Ça, c'est très clair. Oui, vous Et savez ce qu'on va vous dire, par contre, à propos de ces allez-y. propos-là. C'est qu'on va dire la même chose à propos de l'islam. Comment est-ce qu'on peut dire non aux femmes voilées? Comment est-ce qu'on peut dire non à certaines pratiques? L'islam et autres religions, là, bien sûr, parce que si on prend le même argument, les gens peuvent décider par eux-mêmes qu'est-ce qui est le mieux pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Toute loi, entre guillemets, pro-laïcistique va vouloir limiter l'expression religieuse de d'autres groupes que les chrétiens. On va dire, ben, c'est la même logique. Ouais, ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais là, c'est-à-dire qu'on doit faire la distinction entre la vie publique et la vie privée. Et la loi sur la laïcité, justement, concerne vraiment le travail et non la vie privée des gens. Donc, la loi 21 ne concerne pas ce que les gens font dans le privé, dans leur cuisine. Alors que là, justement, quand on dit, ben, ça n'a pas d'allure, ces femmes-là, la manière dont ils vivent, ben là, c'est comme si on voulait agir sur ce qu'ils font dans le privé. Donc ça, je pense que c'est une distinction importante. Et j'ajouterais une distinction, parce que c'est important ce que vous dites là. C'est vrai que on pourrait donner plusieurs significations différentes au voile, par exemple. Hein, il y a même certains disent que c'est un symbole féministe, d'autres disent que c'est un symbole d'oppression. Ça, c'est clair qu'il y a plusieurs significations au symbole. Ben alors, l'État n'est pas là pour trancher à savoir quelle signification est la vraie, laquelle est la fausse. Donc, il dit tout simplement, ben, vous savez quoi, vous allez enlever ce symbole-là polysémique, et comme ça, on règle le problème, à mon sens. Frédéric Lacroix, que pensez-vous du traitement médiatique au Québec de ce phénomène? Ben, moi, c'est ça, j'ai lu les trois articles de la presse dont il est question ici sur les Tradwives. Et moi, le traitement médiatique était faible, à mon avis, parce que il mélangeait tout. Donc, la journaliste mélangeait tout. Puis le portrait qu'on en faisait, en fait, n'était pas clair. Donc, moi, je suis ressorti de cette lecture avec plus de questions que de réponses. Une chose que j'ai notée, c'est que la journaliste ne faisait pas la distinction entre, par exemple, les mouvements évangéliques qui viennent effectivement des États-Unis et le catholicisme, qui n'est pas du tout
beaucoup d'importations au Québec, là. Si on se rappelle un peu notre histoire, le catholicisme est structurant, a structuré le Québec moderne. Donc, un des articles, affirmait que c'était un mouvement d'importation, mais il parlait de catholiques aussi en même temps que d'évangéliques. On devine que c'est des évangéliques. Donc, c'était une espèce de pot pourri où on mélange tout. C'est vrai qu'il y a quand même un certain traditionnalisme qui gagne en popularité. Traditionnalisme catholique au Québec, ça reste extrêmement... Moi, je trouve que ça serait intéressant d'avoir un portrait, justement, s'il y a une résurgence du catholicisme, qui est comme la religion historique du Québec, ça serait intéressant d'en faire un portrait. Puis ça serait intéressant d'avoir un autre portrait sur l'influence américaine. Donc, dans l'article, on voyait que, OK, il y a une influence américaine. On le voyait dans un des articles où il y avait un groupe de lecture de la Bible, puis les femmes lisaient la Bible en anglais, donc des francophones, j'imagine. Lisent la Bible en anglais. Donc, elles font ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux qui viennent des États-Unis. Ça, c'était vraiment la seule chose qui m'a vraiment dérangé dans la série des 3 articles, c'est ça. Qu'il la fasse en anglais. La Bible en anglais. C'est pas la lecture de la Bible en soi, ça me choque pas du tout, ça. C'est la lecture de la Bible en anglais. Donc, c'est vraiment ça. C'est une forme d'américanisation supplémentaire? D'après moi, oui. Peut-être. Est-ce que c'est quelque chose de notable où ils ont trouvé les seules femmes qui faisaient ça au Québec? Là, on ne le sait pas, on n'a pas de portrait, mais ça va avec tout le reste de l'américanisation de la jeunesse du Québec qui consomme des réseaux sociaux américains, qui consomment la culture américaine de façon incroyable aujourd'hui en anglais. Donc, tous les jeunes sont... on voit les portraits de consommation culturelle aujourd'hui. C'est vraiment... chez les jeunes, c'est de la culture américaine. Le chiffre est presque rendu à 100%. Là. Fait que ça s'inscrit là-dedans, ça semble s'inscrire là-dedans, mais bon, on n'a pas assez de données pour le savoir. Mais c'est ça. Puis, mais c'est marqué. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que tout de suite, les accusations de la droite, ce sont des gens de droite, voire d'extrême droite. Là, je ne sais pas si extrême droite est écrit dans les articles de la presse, mais c'est très clair que c'est ça qu'on veut dire. La droite radicale, ça c'est écrit. Donc, tout de suite, ce qu'on on parle du christianisme, puis on applique le vocable de droite radicale à ces groupes-là. Puis ça, je trouve ça dérangeant parce que le système médiatique se permet de faire ça avec les chrétiens. Puis c'est un traitement différencié, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu ça pour d'autres groupes religieux, un tel traitement. On se permettrait de dire que, par exemple, des musulmans appartiennent à une droite radicale. Moi, j'ai jamais vu un tel traitement. Donc, je trouve ça particulier comme traitement. Je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures, là. Pour les chrétiens, le système médiatique s'en permet. Puis pour les autres, moi, j'attends toujours les articles, par exemple, sur la soumission des femmes en islam au Québec. Ça, j'en ai pas vu beaucoup. Oui, tout à fait. David Santarossa, avant qu'on passe au prochain sujet, question rapide. Est-ce que ça a une chance de réussir au Québec comme aux États-Unis? Le mouvement aux États-Unis est assez significatif. Là, si on prend, je sais que Charlie Kirk en particulier et toute la mouvance chrétienne évangélique a quand même contribué de façon significative à la victoire de Trump. On peut remonter au moins en 2016, hein, la première victoire de Trump. Mais est-ce qu'au Québec, ça a une chance d'éclore ou de gagner une popularité suffisamment importante pour, entre guillemets, influencer les choses? J'ai pas l'impression que ça va avoir un poids culturel. Ouais. Est-ce que ça va augmenter un peu dans les prochaines années? Je serais pas étonné que ça l'augmente, mais pas pour que ça ait une importance culturelle, à mon sens. Là. Je vois pas la chose augmenter. Là. Oui, tout à fait. Donc, passons au prochain sujet qui est d'ailleurs lié à celui-ci, là, la guerre culturelle entre la gauche et la droite, encore une fois, un concept importé des États-Unis. Frédéric Lacroix sera peut-être pas content, mais c'est quand même un peu ça. Là. Je l'ai traduit de Culture War à guerre culturelle. Mais je vous soumets ma thèse ici. Pour la première fois depuis peut-être la Deuxième Guerre mondiale, ou à peu près les années 60, disons, la gauche botte en retraite culturellement, institutionnellement, politiquement. En particulier depuis la victoire de Trump et le Brexit en 2016, on ajoute à ça la montée des partis populistes de droite anti-immigration en Europe, les manifestations récentes importantes en Europe, notamment aux Pays-Bas et au Royaume-Uni surtout, anti-immigration encore une fois. Et on rajoute à ça l'assassinat de Kirk, la victoire de Trump en 2024, là, bien sûr, j'aurais dû le dire. L'assassinat de Kirk, il l'a transformé en martyr. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, c'est pas des gens de droite, ou du moins des gens qui disent des choses qui sont pas la saveur du temps,
qui se font annuler, qui se font renvoyer, qui se font canceller, là, en anglicisme, ils sont encore une fois. Mais c'est des gens de gauche. Là, soudainement, il y a une vague de sympathie pour clairement un chrétien de droite traditionnaliste, là, ce qui n'était pas le héros, du moins pas le martyr auquel on était habitué de mon vécu, du moins. Ce qui me fait dire que la guerre culturelle bascule en faveur de la droite. David Santarossa, voyez-vous les choses de la même façon ou du moins, quelle est votre analyse? Oui, je pense qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues, hein. On avait vu George Floyd était le martyr de la gauche à partir de 2020, n'est-ce pas? Ça le menait à toute une série de formations antiracistes dans les institutions publiques comme privées. Ça, c'est certain. Donc oui, on sent de plus en plus une écœurantite chez le commun des mortels par rapport au wokisme, de dire que c'est allé trop loin. Donc beaucoup de critiques par rapport à ça. Donc des gens qui se cachent de moins en moins d'avoir un penchant à droite, alors que c'était pas le cas avant, hein. Depuis plusieurs années, il fallait se cacher un peu pour dire qu'on était de droite. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire, politiquement, et là je vais dire quelque chose d'un peu controversé, mais par exemple au Québec, à mon sens, Québec solidaire est au pouvoir. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on regarde dans les faits, ben, l'immigration est stratosphérique. C'est pas ça pourquoi les Québécois avaient voté, c'est davantage le programme de Québec solidaire. Et le Québec s'est endetté de manière très importante, plus que jamais, en fait. C'est des records d'endettement sur le plan du gouvernement du Québec. Même chose pour le gouvernement fédéral. Eh bien, à nouveau, on pourrait dire que c'est d'aussi gros investissements. C'est ce que Québec solidaire voudrait. Probablement que Québec solidaire voudrait augmenter les impôts des plus riches quand même. Mais l'idée est quand même là, c'est-à-dire, ce sont des idées de gauche qui sont au pouvoir. Les ministères sont imprégnés d'une pensée de gauche. Donc, je me demande vraiment si, concrètement, la politique va réellement changer dans les prochaines années. Je vois pas ça à l'horizon, là. Ben, on voit au PQ qu'il y a un certain désir de recentrer, voire de ramener une certaine droite, au moins libérale économiquement, au sein du PQ, mais je dirais que la droite identitaire au Québec, le PQ la courtise, tente de la ramener, ce qui crée des tensions à l'interne, et la CAQ, bien sûr, qui est au pouvoir depuis 2018, qui est un parti, du moins, qui était supposé être au moins centre-droit économiquement parlant et même surtout identitairement parlant. Je comprends ce que vous dites à propos de Québec solidaire, là, mais j'ai l'impression que le vent tourne ici aussi, mais plus lentement qu'ailleurs. Est-ce que Oui. c'est peut-être un peu vrai? Oui, je pense que vous avez raison. Le Québec est un peu, et c'est peut-être le signe aussi de notre américanisation, est toujours un peu en retard sur les États-Unis. Certains diraient que ça fait de lui être à l'avance, je sais pas, mais il est toujours un peu en retard. Même chose, tu sais, pour tout ce qui est les formations antiracistes. Ben, le lendemain du décès de George Floyd, il y avait des formations antiracistes, puis même ça existait avant aux États-Unis. Nous, ça a pris 1 an, ça a pris 6 mois, ça a pris 2 ans avant que les différentes entreprises aient ça. Et aujourd'hui, je vous dirais, c'est généralisé. Donc, on est toujours un peu en retard. Donc, peut-être que d'ici quelques années, il va y avoir justement un véritable virage à droite, là, mais je le vois pas pour l'instant, là. Oui, tout à fait une régression de ce phénomène-là, du moins un phénomène de gauche, là, les formations IDEA et compagnie il y en a eu des centaines, voire je sais pas combien au Québec, mais là, soudainement, ça ralentit, mais vous avez raison. Frédéric Lacroix, est-ce que la politique américaine est devenue omniprésente? Parce que là, tous les éléments que j'ai mentionnés étaient américains, et là, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Est-ce qu'on vit par procuration aux États-Unis? Oui, oui, ben, j'aimerais juste rebondir sur ce que David disait. Il disait que c'est comme si QS était au pouvoir, par exemple, pour ce qui est de l'immigration, mais je voudrais juste le corriger parce que QS proposait des seuils de 80 000 par année. Et on a dépassé ça allègrement. Ouais. Donc, c'est comme si un Uber QS était au pouvoir, en fait. Euh, Mais c'était pas mais 80 000 permanents, immigrants c'est permanents? permanent, mais il faut arrêter le vocabulaire permanent, temporaire. Ils sont tous permanents en réalité. Euh, donc oui, la guerre culturelle, oui, je suis d'accord aussi que le Québec est un peu en retard avec ce qui se passe ailleurs. Donc le Québec, par exemple, a mis en place un marqueur non binaire à l'état civil. Là, c'est en train de percoler partout. Donc nous autres, on est quelques années derrière ce qui se passe aux États-Unis, puis même derrière ce qui se passe en Europe, dans le reste de l'Occident. Mais je pense que la situation le vent va tourner de bord aussi chez nous. C'est ça, moi, quand j'ai vu tu sais, l'attentat de Charlie Kirk, puis tout le traitement médiatique québécois ou canadien autour de ça, il m'est venu en tête la chanson de Rammstein intitulée America. Donc, America.
Puis ce qu'ils chantent là-dedans, ils chantent We're all living in America. Ça fait quand même un bout qu'ils ont écrit ça. On vit tous aux États-Unis, oui. C'est ça, on vit tous aux États-Unis par procuration. Encore là, c'était frappant parce que le traitement médiatique, puis là, je dis pas que c'est pas un événement important, je dis pas que la guerre culturelle américaine ne nous affecte pas, mais ça c'est arrivé, puis ça a saturé notre univers médiatique. Comme lors des dernières élections américaines où il y avait des équipes sur place qui couvraient les événements au jour le jour, comme si c'était nos élections. Comme si c'était nos élections, mais je pense que même que nos élections ne sont pas aussi bien couvertes. Donc, moi, c'est quelque chose que je déplore sans minimiser la portée de l'événement. Bien sûr, ça a des impacts sur nous, puis ça va avoir des impacts à long terme, mais il y a comme une fascination pour... fascination morbide? Une fascination morbide dans ce cas-là, carrément. Mais effectivement, on sent le vent tourner. Aux États-Unis, ça a tourné avec l'élection de Trump. Puis là, je dis pas qu'il se passe seulement des belles choses avec l'élection de Trump, au contraire. Donc, moi, je suis pas du tout en faveur de l'annulation de personnalité, qu'elle soit de droite ou de gauche. Donc, je pense que ce qui se passe est inquiétant. Mais bon, je suis d'accord que je pense que ça va nous rattraper éventuellement. Dernier sujet, il nous reste 2 minutes. L'Université McGill et les investissements en ce qui a trait au Royal Vic, le Vic, un investissement de plus de 800 millions de dollars alors que McGill annonçait des pertes l'an dernier, un déficit. Frédéric Lacroix, comment expliquer que McGill aille de l'avant avec des investissements là, que j'ai mentionné, 800 millions de dollars, malgré le fait qu'ils ont annoncé des pertes l'an dernier? On comprend que les 800 millions de dollars viennent principalement du provincial, là, par contre, ici. Oui, c'est ça. Ça, c'est une nouvelle de The Gazette de la semaine passée, si je ne me trompe pas, où McGill annonçait qu'ils allaient de l'avant avec ce projet. Donc, c'est un agrandissement majeur, certains diraient pharaonique, sur l'emplacement de l'ancien hôpital Royal Victoria. Donc, on parle d'un projet, le chiffre, c'est 870 millions, mais si c'est ce que ça coûte à la fin, on va être très surpris. Ça va être le premier projet dans l'histoire du Québec qui aurait respecté son budget. Puis, ce qui est particulier, c'est que moi, je suis ce dossier-là depuis longtemps. On se rappellera que Québec avait annoncé des mesures en 2023 pour restreindre pas pour restreindre, mais pour augmenter les frais des étudiants canadiens non résidents qui viennent à McGill. Il y en a vraiment beaucoup. On parle d'une dizaine de milliers. Et qui sont financés en bonne partie par nous. Donc, les études sont financées par nous. Donc, on parle d'Ontariens qui viennent étudier à McGill et nous, on les finance, et des étudiants internationaux. Québec a annoncé des mesures pour restreindre le nombre, donc des mesures financières. Puis la raison invoquée, c'était pour lutter contre l'anglicisation de Montréal. Donc, parce que beaucoup de ces étudiants-là, ils arrivent à Montréal, ils utilisent l'anglais, ils anglicisent la métropole, puis les étudiants internationaux, ils arrivent, ils étudient à McGill, ils se socialisent en anglais, puis après ça, ils deviennent immigrants reçus au Québec ou au Canada, puis ils continuent à fonctionner en anglais. Donc, ils ont annoncé des mesures, puis ça a eu des impacts financiers annoncés. McGill a lutté contre ces mesures-là, mais bref, aux dernières nouvelles, McGill annonçait 45 millions de déficit projetés pour 2025, puis 250 à 500 coupures de postes de professeurs. Donc, c'est surprenant de voir... En 30 secondes? Oui, qui vont de l'avant avec un projet d'agrandissement aussi majeur, mais on comprend que Québec fournit à peu près 650 millions de ce 870 millions des fonds. Puis à mon sens, c'est une des décisions les plus malheureuses de la CAQ, c'est d'avoir financé ça. Donc, c'est un agrandissement dont ne bénéficie aucune autre université au Québec. Aucune université de langue française n'a autant d'argent. Québec, avec cet investissement, cet agrandissement à McGill, de mon point de vue, annule les petits effets bénéfiques de la loi 96. Donc, ils viennent de tirer le tapis dessous le projet de loi, la loi 96, qui visait à renforcer le français au Québec. Frédéric Lacroix, chercheur indépendant, essayiste. Merci. David Santosa, enseignant à la TELUC, essayiste, auteur de la pensée woke, analyse critique du néologie et, bien sûr, co-créateur du balado Magnum Opus. Merci à vous deux, messieurs. Au retour, nous discutons avec le père Dominique Minier de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et de l'expérience Moine pour un jour, ouverte au public.